film fragile, mais qui n'était finalement pas vraiment attendu. C'est-à-dire que la plupart des gens qu'on a croisés sur notre chemin ne pensaient même pas que le film arriverait un jour à se faire. Et quand on est arrivé 2 ans après avec le film, je pense que sincèrement qu'ils étaient vraiment étonnés. Et Laurent Brunto, donc de Kobayashi, m'a proposé, il m'a dit voilà, si tu as un projet qui tient pour un budget de 300 000 €, on peut le faire tout de suite. Et donc j'ai réfléchi et je suis arrivé, on a fait une première page et demie. Le projet s'appelait Rue Fleck et est resté Rue Fleck jusqu'au tournage d'ailleurs. Tout le film, en ce qui concerne sa structure en tout cas, était déjà là. Quand j'ai lu le scénario, du moins la première version, je me suis dit que ça pouvait être un projet pour moi. Parce qu'à l'époque, je me disais, quand est-ce que je vais faire mon premier long métrage? Est-ce que je vais en faire un jour? Et quand j'ai lu ce film, il était relativement modeste. Il était réaliste avec un budget, on va dire, limité. Et je me disais vraiment, si je peux faire mon premier long et que cette histoire-là, c'est parfait pour moi, quoi. Ce qui m'a plu dans le scénario, c'est qu'il était un peu construit comme les 10 petits nègres d'Agatha Christie. C'est-à-dire il était basé sur le suspense, sur le mystère et non pas sur les débordements gore et sanguinolents. On avait un problème sur le début. On était conscient que le début, dans la toute première version, les personnages entraient dans Rue Fleck, le village, à la page 45. Ce qui était énormissime. Il fallait ramener le plus tôt possible, l'entrée dans Rue Fleck, puisque c'est là où les choses commençaient véritablement. Je trouvais que notre scénario fonctionnait. De toute façon, on n'a pas arrêté pendant les 2 ans de la recherche de financement de le retravailler avec les scénaristes et les producteurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la caractérisation des personnages. Et mes producteurs ont fait appel à Pascal Jobert, au début comme script doctor, mais on s'est tellement bien entendu avec lui qu'on l'a rapidement intégré à l'équipe de scénaristes. Lui, il a amené une vérité aux personnages, il leur a donné de la chair, et c'était vraiment indispensable. La première chose que je suis arrivé quand j'ai lu une première version du scénario, c'est et si on tournait un teaser, c'est-à-dire si on tournait la première scène du film, parce que j'estimais que un scénario n'était pas suffisant pour convaincre des financiers. J'avais besoin d'images. Et je pense que quand les gens voyaient le teaser, ils disaient oui mais ça raconte quoi, et on montrait le scénario. Et quand ils lisaient le scénario, ils disaient mais ça va ressembler à quoi, et on montrait le teaser. Donc il y avait vraiment une interdépendance entre les deux, et clairement ça a fonctionné. Le tournage du teaser, en fait, s'est déroulé sur une période de 2 jours. On a tourné en Normandie avec 2 acteurs allemands et que j'ai repris 2 ans plus tard pour refaire la même scène. Donc la boucle a été bouclée. Rue Fleck, le village des ombres. Par la suite, effectivement, ce teaser a vraiment été déterminant, quoi. C'est-à-dire que Canal+, et notamment Manuel Alduy, qui à l'époque était responsable des acquisitions, m'a clairement dit dans son bureau que c'est ce qu'il avait décidé pour financer le projet. Il nous a fallu à peu près, on va dire, une période de 1 an et demi, 2 ans après le tournage du teaser pour arriver à trouver l'argent qui nous permettait au moins d'y aller. Voilà. J'étais à une version de 118 pages, tout le monde était content. Mon producteur m'a dit c'est très bien mais de toute façon je ne peux pas la financer. Donc à un moment, il faut être très pragmatique. J'ai viré à peu près une 30aine de pages de scénario. Mes producteurs étaient satisfaits quand ils ont vu que le scénario faisait 90 pages, ils se sont dit on pouvait le faire avec le budget prévu. Mais le comédien c'est primordial pour moi, c'est-à-dire que quand je repense au film que j'ai aimé, le seul truc qui me vient à l'esprit c'est ce qui se passe dans les yeux des comédiens. C'est ça qui me permet de croire dans toutes les situations. Les premiers enjeux ça a été de se dire avec quels acteurs on va travailler pour rendre crédible cette histoire. Ce qui était intéressant déjà, c'était d'arriver à trouver le duo des 2 sœurs qui est central dans l'histoire, Emma et Marion. Avec le directeur de casting Patrick Meslay, on a rencontré une 50aine de comédiennes et il y en a une qui s'est dégagée, c'est Ornella Boulet, qui vient du conservatoire, qui n'avait jamais fait de long métrage, mais qui avait une nature brute, une espèce de puissance magnétique animale qui moi m'a tout de suite plu. À partir de là, mes producteurs m'ont suggéré le nom de Christa Terray. À l'époque, LOL n'était pas encore sorti, mais ils en avaient déjà entendu parler. Et je me suis dit, tiens, il peut vraiment y avoir quelque chose de très fusionnel entre les deux. Et ça s'est vérifié, c'est-à-dire qu'on a fait des essais avec elle. Il y a eu une alchimie immédiate, exactement celle que je cherchais, et c'était surtout primordial parce que vu que le film est entièrement construit sur leur relation, je ne pouvais pas me permettre de rater ça. Il y a une 3e actrice, alors pourquoi espagnole? Parce que depuis toujours, je suis fan de ce cinéma fantastique espagnol et je me suis dit, c'est quand même génial
si j'avais une actrice espagnole dans mon casting. J'en ai parlé à Patrick Pesley, et puis je suis tombé sur une interview sur une chaîne espagnole de Barbara Guanaga, et j'ai tout de suite flashé, parce que dans ses yeux, il y avait une douceur, il y avait exactement ce que je cherchais pour incarner Lila. Mon trio de personnages principaux, j'en suis très très content. Cyril Touvenin, j'avais pas spécialement pensé à lui, mais à un moment j'étais sur un site internet et je vois qu'il est connecté. On s'est rencontrés le jour même et j'ai tout de suite flashé sur son physique de héros. Je l'appelle d'ailleurs mon action hero. Hein, c'est parce qu'il a une bonne gueule comme j'aime, taillé à la serpe, bien carré et tout. Il est très charismatique. Il amène lui aussi une vraie crédibilité dans son rapport amoureux avec le personnage de Lila, grâce à la complicité immédiate qui s'est instaurée entre Cyril Touvenin et Barbara Guanaga. Là c'est Mathias. Jonathan Cohen, j'ai tout de suite senti en lui un potentiel dingue, c'est-à-dire qu'il est ultra drôle dans la vie et en même temps il a un gros bagage technique, c'est un des meilleurs élèves du conservatoire et un grand acteur dramatique caché derrière cette nature comique quoi. Et donc c'était d'autant plus intéressant pour le personnage de Mathias, qui est d'ailleurs comme les autres personnages du film, hein, qui a plusieurs facettes. Il y a eu une autre belle rencontre aussi, c'est celle avec Axel Kinner qui fait le personnage de Lucas. C'est le dernier acteur qui a été choisi et je voulais un acteur qui ait une tête aussi de héros, quelqu'un de tout de suite sympathique et qu'on ait envie de suivre pendant tout le film. Et surtout, je voulais qu'on se dise immédiatement, bah tiens, lui on va le retrouver après. L'idée c'est que tout le groupe devait fonctionner. Donc j'ai vraiment choisi les uns par rapport aux autres. Parce que c'est comme une sorte de palette avec des couleurs, je voulais qu'il y ait une harmonie. Je voulais que le spectateur se dise à la première image, ah ils sont vraiment amis dans la vraie vie. On enchaîne s'il vous plaît. Bah, un des plus gros secrets du film qui a jamais été dévoilé en promo, c'est bien sûr l'autre révélation du film, c'est Théo Fernandez, qui est un acteur magistral. À l'époque du tournage, il avait une dizaine d'années. C'est un enfant exceptionnel, extrêmement doué, et encore ce qu'on a gardé dans le film, c'est une petite facette de ce qu'il est capable de faire. Dès les essais, il nous a tout de suite arraché des larmes. Après, il y a toute une batterie de second rôle qui ont tous fait mes courts-métrages avant, donc là c'est un peu mon hommage. On retrouve notamment Nicolas Marié qui est un acteur exceptionnel mais qui avait fait mes premiers cours. Il y a Ariane Nagiage donc, qui jouait l'héroïne de ma web-série fiction. Gérard Desalle, acteur rare et complice de toujours. Richard Darbois, donc The Voice, la voix la plus célèbre en France je pense. Vous vouliez prendre acte de la naissance de l'ordre du 8. Je voulais qu'il y ait, quand on arrive sur le plateau, qu'il y ait déjà une familiarité avec le texte, qu'il l'ait déjà en bouche pour qu'on puisse partir éventuellement ailleurs. Je les ai tous amenés à la campagne à peu près 10 jours avant le début du tournage. Le texte devait être complètement su, donc on a très peu utilisé le texte. Et je les ai fait surtout aussi improviser ce qu'il n'y a pas dans le film. C'est-à-dire comment ils se sont rencontrés, les scènes éventuellement qui sont narrées dans le film mais qu'on ne voit pas, pour qu'ils aient un souvenir de ce qu'ils disent quoi. En gros, quand ils parlent d'une situation, ils l'ont déjà vécu. Bah, mes références, c'était principalement le cinéma fantastique anglais et américain des années 60, comme La Maison du Diable de Robert Wise ou Les Innocents de Jack Layton. Alors, en fait, je voulais que ce soit un film qui soit beau à regarder, un film qui respecte le spectateur. Enfin, tous les départements artistiques étaient tous menés avec un souci de cohérence. C'est-à-dire que je voulais vraiment qu'il y ait une réelle interaction entre tous les départements. Donc c'était, à la fois il y a eu le casting de comédiens qui était déterminant et le casting de techniciens était au moins aussi déterminant. Je les ai vraiment choisis pour leur capacité justement à s'adapter à mon univers en enrichissant cet univers justement. Ça a été le cas notamment avec donc Romain Lacourbac. Il a amené son sens du détail et son côté méticuleux à ma vision. C'est un garçon extrêmement doué, qui a une vraie sensibilité, un vrai point de vue sur les choses. Je l'ai vraiment imprégné de mon univers. Fluo et on est prêt. On essaye d'éclairer un couloir. Donc c'est un cauchemar comme tous les couloirs. C'est ce qui m'a permis aussi de parfaitement m'entendre avec Sébastien Inizan, le chef décorateur du film, qui en plus de travailler avec le chef opérateur, a amené son sens de la débrouille et sa capacité à optimiser des décors naturels qui étaient déjà super. C'est vrai que Cécile Guillot, la chef costumière, avait un budget très réduit. Elle a fait des miracles avec le budget qui lui était alloué. Une costumière qui a une capacité à faire des miracles avec rien, quoi. Ce qu'elle a réussi déjà à faire là, notamment les costumes des nobles par exemple. On a fait des croquis ensemble. Elle s'est appliquée à respecter ma vision, mais en l'améliorant à chaque fois.
J'avais aussi par exemple une chef maquilleuse formidable, Laura Osier, qui avait fait beaucoup de films fantastiques. Laura, elle a cette douceur et en même temps ce sens de l'efficacité qui est remarquable. Il y a eu quelques retards sur le plateau, mais tout a été magnifiquement jugulé par Mathieu de la Mortière, qui était mon premier assistant, qui derrière son flegme très anglais est une redoutable machine de guerre. Il est le bras droit rêvé sur un projet comme celui-ci qui dépendait beaucoup de la logistique. Vraiment, c'est quelqu'un sur qui j'ai pu me reposer et sur qui les producteurs ont pu se reposer aussi. Le village n'existe pas, par contre c'est un composite de plusieurs villages situés en Poitou-Charentes, que des villages autour de Cognac. On a tourné aussi certaines scènes en Charente-Maritime, notamment la scène de la bibliothèque. Les décors les plus marquants, on va dire qu'il y a la place du village qui est à Moulidar. Donc là, ce qui m'a plu, c'était cette église gothique comme ça, bien massive, tout en longueur, qui est posée au centre du village avec ce monument aux morts, cette grille CRS sur les côtés. Enfin, j'ai trouvé qu'elle avait ça amenait tout de suite un côté très gothique à la place du village. On a pu l'adapter avec les décorateurs pour vraiment l'épurer. Elle était vraiment dans le jus, pour reprendre l'expression des décorateurs, c'est-à-dire à patiner déjà, et bien massive, bien angoissante. Premier coup de feu au cinéma pour Christa Terret. Et partez. David, basse-toi! Au ralenti, je pense que ça va être bien. Ah ouais, carrément. Ah non, c'était cool. On a bien sûr la Castellerie, donc c'est la maison centrale du film. C'est qu'elle apparaît à deux stades. On avait la version, la Castellerie normale, celle qui pourrait être une maison de personnes âgées vivables, mais un peu ancienne, un peu avec du vieux mobilier. Donc on avait une version délabrée de la Castellerie. Là c'était la même maison mais recouverte de toiles d'araignée avec beaucoup de poussière, beaucoup plus sombre, avec tout le mobilier abîmé, beaucoup plus abîmé. Ce qui est drôle, c'est qu'on a tourné dans l'autre sens, quoi. On a commencé par tourner la version abîmée. Elle était déjà tellement abîmée la maison qu'on a juste accentué cet aspect-là. Puis ensuite, pendant les 15 jours on tournait ailleurs, l'équipe de décorateurs a tout rénové pour justement nous donner la version Castellerie plus vivable. Lâche pas Hugo. Oui. Non. Non. Ouais, sur toi. Attention, on répète. Ah, c'est bien. Enfin, dans la bibliothèque se passent des éléments très importants et ça a été un des décors les plus durs à trouver. On voulait une bibliothèque vraiment qui avait du vécu, qui avait une histoire, et qui était belle aussi. Par contre, il n'y avait pas de rayonnage. Donc l'équipe déco a recréé des rayonnages à l'image de ceux qui étaient déjà présents. Et donc on les a installés pour donner cette espèce de côté labyrinthique à la bibliothèque. On a changé les lustres et tout ça pour remettre ces lustres dans un autre décor. La scène de ce qu'on appelait nous la bibliothèque fantôme. C'est un moment quand Emma et Marion se retrouvent téléportés dans ce qui fut jadis la bibliothèque mais qui est redevenu la forêt. C'est une sorte d'hybride entre les deux. Donc on retrouve ces lustres qui étaient déjà présents à la bibliothèque. Ils ont accompli aussi un travail formidable, mes décorateurs, justement, en reconstituant un cachot. Il y avait toute une paroi qui était en vraie pierre, les autres parois, les autres façades, c'était du faux, quoi. Et donc on a pu justement installer une caméra en haut pour filmer, pour faire un plan en plongée. Et puis c'est là où on a tourné la scène où l'enfant rencontre le personnage de Lila, par exemple. C'est quoi l'histoire avec la gamine? On avait décidé ensemble au moment du découpage de faire ces scènes de nuit et sous la pluie en studio et pas en voiture travelling. Donc on a eu l'idée de tourner dans un hangar. On voulait pouvoir contrôler tous les aspects en fait et surtout nous concentrer aussi sur le jeu des comédiens pour les perturber le moins possible. Et un jour, ils ont découvert leur fille morte, noyée au fond de la piscine. Attends, t'es pas sérieuse là? J'ai l'habitude. Je ne crois jamais. Moi je te crois.
parler avec une morte. C'était formidable, là c'était vraiment la magie du cinéma, quoi. C'est reconstituer du réel, quelque chose qui est très quotidien, et ça devenait tout un bazar très complexe à organiser. Et pluie! On a tourné toutes ces scènes sous la pluie avec de la pluie artificielle, donc les comédiens ont été hyper étonnés de la violence de la pluie, parce que c'est vrai que c'est violent, ils avaient tous des combinaisons de plonger sous leur costume, tellement c'est dur, parce qu'on se dit ça souvent au cinéma, on se dit l'eau est chauffée, mais en fait non, hein. L'eau elle est glaciale et c'est comme dans la vraie vie, quoi. Et vous devez refaire les prises sous la pluie, c'est quelque chose de très éprouvant. Il fait nuit, il pleut, vous écrivez ça dans un scénario, ça devient une tannée monumentale à filmer, quoi. Alors les scènes en voiture travelling ont été très compliquées à tourner parce qu'elles n'étaient pas forcément très stables, les voitures travelling. Il a vraiment fallu se démener, en plus il pleuvait, donc c'était jamais vraiment raccord. On était ce que les chefs-op appellent en fausse teinte. Il y avait toujours un nuage pour masquer le soleil et c'était donc des images jamais raccord. Donc ça a été un peu cauchemardesque. Et puis l'inertie que ça génère une voiture travelling, c'est impressionnant, quoi. C'est un peu comme une grue sur un plateau, c'est un bousin à gérer très complexe. De tournage. Donc quand le tournage s'arrête le 5 juin 2009, je suis fatigué mais content. J'avais l'impression d'avoir posé un gros sac de pierres sur le sol. Le film était en boîte. Déjà merci beaucoup d'être venu à cette projection test. Là j'ai terminé le premier montage du film il y a quelques jours, c'est encore tout chaud. Vous êtes les premiers à le découvrir en entier, du moins dans cette version. Maintenant je voulais juger de ce que donne Le Village des Ombres. Donc bonne projo. Il y avait un premier montage de 2h15 et ce montage, j'en ai viré 36 minutes. C'est vrai que j'aurais tendance à tailler ailleurs. Stéphane Le Gouvello, c'est mon collaborateur artistique numéro 1 sur ce projet, dans le sens où c'est un film qui est construit sur l'atmosphère et sur l'ambiance, et cette atmosphère se nourrit beaucoup par la musique. On a déjà commencé à travailler ensemble sur le teaser, la première scène du film qu'on a tourné en 2007. Et là, Stéphane avait déjà composé des thèmes. J'ai insisté pour que Stéphane puisse venir sur le plateau. Je voulais qu'il s'imprègne de l'ambiance du tournage. De la même manière, j'avais demandé à mes ingé sons de prendre des enceintes sur le plateau et de diffuser les thèmes que lui il avait déjà composés aux comédiens, pour que eux, cette fois, s'imprègnent de l'ambiance musicale que je voulais donner au film, quoi. Et action! Interaction permanente entre la musique et le tournage, et c'est quelque chose que je reproduirais, c'est-à-dire que moi avoir le compositeur sur le plateau c'est quelque chose de primordial pour moi, quoi. L'étape suivante, ça a été au moment du montage, je me servais des morceaux déjà composés par Stéphane pour illustrer certaines de mes séquences, et lui il recomposait les morceaux, il les remontait à sa manière et on échangeait. Une fois que j'ai remonté le film, c'est-à-dire une fois que j'ai viré 36 minutes, je me suis retrouvé avec une masse musicale vraiment importante vu qu'elle était prévue pour 2h15 de film. Donc il a fallu faire ce qu'on appelle un spotting, c'est-à-dire qu'avec Stéphane on a passé quasiment une semaine ensemble à revoir le film et à revoir les choix qu'on avait fait au moment du montage, voir s'ils étaient toujours pertinents. Il a eu la possibilité de travailler avec un orchestre, c'était son rêve. Personnellement je suis très fier, c'est exactement la musique dont je rêvais pour mon premier long métrage. Et c'est d'autant plus important pour moi que c'est ma priorité depuis toujours. C'est-à-dire que même encore maintenant, je me fredonne les thèmes du film et l'identité du film et l'âme du film, c'est sa musique. On arrive dans la partie post-production. Là, ça a été 4 mois très très compliqués. Je veux dire, c'était la période la plus compliquée de toute la fabrication du film. Et surtout, c'est la dernière étape avant livraison du film. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on avait accumulé en amont en disant on verra ça en post-production, on verra ça après, il n'y a plus d'après. Pendant que Stéphane recomposait sa musique, l'a mixé avec Eric Chevalier, je travaillais aussi sur le montage son, puis ensuite le mixage, sur les effets spéciaux visuels.
sur l'étalonnage avec le chef opérateur Romain Lacourba et l'étalonneur Jean Loubreau, tout ça chez Éclair, dans le laboratoire Éclair. Le monteur son Gaël Nicolas, c'est une très belle rencontre. Et puis il y avait un gros travail de recherche sonore. Je voulais que ce soit des sons inédits et spécifiques au Village des Ombres, que ce soit pas des copier-coller de banques de sons. Et donc Gaël avait de son côté un catalogue de sons qu'il a fait lui-même. Et il a vraiment contribué à créer l'atmosphère et le travail de texturisation que moi je recherchais, qui renvoyait au travail d'image de Romain Lacourba et au travail de décor de Sébastien Nizan. Ensuite est arrivée une étape déterminante, c'était le mixage du film, effectué par Steven Gouty, excellent mixeur, avec qui je me suis tout de suite bien entendu, et il s'est très bien entendu aussi avec Gaël Nicolas, qui était présent pendant tout le mixage. Donc j'avais la chance d'avoir mon chef monteur son qui était toujours disponible pour compléter le travail du mixeur. Bon, encore une fois, moi je suis très fier du travail sonore qui a été accompli sur le film. Depuis le début sur ce projet, il y a une volonté de proposer autre chose, proposer un film fantastique old school avec un découpage relativement simple et classique et avec des surprises, mais pas avec des décors coupés, des têtes qui sautent. C'est pour ça que pendant toute la promo, j'ai martelé tout le temps la même chose. Le Village des Ombres n'est pas un film d'horreur, c'est une histoire sombre qu'on pourrait se raconter au coin du feu. Il est ouvert finalement à un public beaucoup plus large que les autres tentatives de films fantastiques ou de genre français. C'est-à-dire que si on trouve le film honnête et sympa, moi c'est exactement ce que je recherchais. J'aime le divertissement avec un grand D. Je suis très fier d'être travaillé avec ces gens et je suis très ému de vous le présenter enfin. Vous allez voir, c'est pas du tout un film d'horreur, c'est un roman fantastique, plus mystérieux, plus basé sur suspense. Si ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à très bientôt. Un premier long métrage, c'est une première étape d'un aboutissement, dans le sens où pendant des années on rêve de faire du cinéma, on va dans les salles obscures, on est soi-même très critique sur des films, et puis un jour on passe aux responsabilités, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai eu la chance pour mon premier long métrage de faire un film fantastique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore 15 ans, ou 10 ans, c'était inenvisageable en France. C'est-à-dire qu'on se disait, il faudrait que je m'expatrie, mais comment je vais faire pour m'expatrier? La suite du rêve, ça serait d'en faire un second, peut-être avec plus de moyens, plus d'ambition, mais avec toujours cette volonté de faire du divertissement. En tout cas, il a été fait avec sincérité, avec passion. Voilà, c'est l'accomplissement d'un rêve d'enfant de faire un jour un film. Quoi qu'il se passe, le film, il est là, hein, n'en déplaise aux critiques. Ils pourront jamais empêcher ce film d'exister et même d'être apprécié par des gens. Et ça, c'est la principale victoire.